Une finale attend l'équipe de France ce dimanche à 20h45. Non, on ne parle pas de la finale de l'Euro. Non, on ne parle pas de la finale de la Coupe du Monde, mais bien de la finale de la Ligue des Nations. Incroyable cette compétition qui était l'année dernière décriée parce que ouais, c'est une compétition amicale, on s'en fiche. Toute la France se prête au jeu de la Ligue des Nations et on va essayer de donner un peu notre point de vue un peu sur cette finale qui va se jouer du coup contre l'Espagne. Espagne-France, voir un peu sur quel petit point tactique peut se jouer cette rencontre. Et après, bien sûr, on finira sur le pronostic. Hein. On va un peu se mouiller. On va sortir les boules de cristal et puis on va donner notre expertise fine un peu. Notre fameuse expertise fine. Du coup, toi, quand je te dis finale de Ligue des Nations, Espagne-France, c'est quoi tes premières impressions? Bah, déjà, salut à tous et bah, moi, mes premières impressions sur ce match, c'est que c'est 2 équipes au profil totalement différent. Une équipe comme l'Espagne qui adore avoir la possession, qui adore infliger de lourdes séquences à leur adversaire, à son adversaire balle au pied, et une équipe comme la France qui va peut-être plus à l'aise en contre-attaque. Donc 2 profils vraiment très, très sympathiques, un match qui promet énormément et on a hâte de voir. Bah, c'est vrai, c'est ouais, deux équipes qui fonctionnent un peu différemment, ouais, comme tu as dit, la contrôle de possession, bon, qui est habituel hein, quand tu parles de l'Espagne en général, depuis maintenant 10, 20, 30 ans, enfin c'est comme ça. Et une équipe de France ouais, solide en contre-attaque, mais qui peut aussi faire preuve de contrôle un peu du tempo, contrôle un peu de la possession. Déjà, avant de passer sur les clés du match, un peu, on peut revenir sur la demi-finale de l'Espagne, quand même, qui s'est qualifiée aux dépens de l'Italie. Une Espagne impressionnante. Moi, j'ai trouvé, pourtant je suis beaucoup les matchs de l'Espagne. J'ai rarement vu l'Espagne jouer à aussi haut niveau depuis 4-5 ans, peut-être. Vraiment, ça m'a vraiment impressionné, surtout par rapport au début de l'Euro, où on avait vu une Espagne un peu timide, moribonde, enfin triste, quoi, sans relief. Et voilà, une Espagne, les hommes de Luis Enrique qui mettent fin à la série quand même de l'Italie, hein, qui restait sur 37 matchs sans défaite. La plus longue série de l'histoire. Bon, et moi je les ai trouvés impressionnants, vraiment. C'est impressionnant et comme tu as dit, par rapport à l'Espagne un petit peu moribonde qu'on avait vue, il y a pas en fait, il y a qu'un facteur qui change vraiment, hein. Parce que tu as toujours le jeu de possession, mais ce qui change vraiment, c'est l'intensité qu'ils mettent dans leur jeu. Et là, on n'est pas du tout sur un ronron. Certes, l'Espagne a la balle, mais c'est toujours fait de manière très intelligente. Les mecs tournent très, très bien. Il y a une bonne animation offensive et moi, voilà, c'est cette impression de puissance balle au pied qui m'a vraiment impressionné et je parle pas tant que ça de la deuxième mi-temps avec l'exclusion de Bonucci, ça change quand même un petit peu la donne. Mais tant qu'il y avait encore que 0-0 ou 1-0, l'Espagne a vraiment très, très bien joué à martyriser l'Italie et en plus, bah, les buts, ils sont quand même, enfin, ils Ah, débouchent ils sont sur des magnifiques. belles actions. Ils sont magnifiques, quoi et ça, c'est vraiment la grande Espagne avec des joueurs assez jeunes. T'as pas de grosses stars dans l'équipe, mais je trouve que tout le monde fait son job et c'est très, très intéressant à voir. Milieu de terrain espagnol qui était assez fou, c'est complémentaire, c'est expérimenté avec Busquets, c'est jeune avec Gavi, très intéressante. Ouais, on va revenir un peu hein, sur les matchs de Gavi et de Busquets et du milieu Mmh. en général parce que en fait, on a eu vraiment une équipe d'Espagne qui a vraiment maîtrisé de A à Z. Moi, j'en ai vu voilà, qui disait ouais, mais il y a eu carton rouge pour Chiellini en fin de mi-temps, ça a fait basculer le match. Non, quand tu as vu le match, l'Italie a eu des situations en début de match en contre. On peut pas le nier, mais globalement, la maîtrise était espagnole et en fait, tu le sentais arriver, le but, où tu sentais que ça allait se concrétiser au score. Et il y a rien qui prouve plus ce que tu dis, justement, que l'exclusion de Bonucci. Bonucci, dans un match où il a pas une équipe en face qui lui fait tourner la tête comme il a eu la tête qui a tourné en première mi-temps, jamais il craque comme ça avec le coup d'en avant sur Busquets. Ouais, c'est ça, parce que là, c'était vraiment une faute. Bon, un duel aérien, mais rien que dans ce duel aérien, il y a ce coup dans l'air parce qu'il est en retard, en fait. Et Parce oui. qu'il est obligé de sauter vers l'avant. Donc, du coup, avec le coude écarté et pas vertical. Donc, Mmh. forcément, bah ouais, comme tu dis, ça lui a fait. Toute l'équipe d'Italie a été un peu déboussolée par cette intensité, ce mouvement de balle mis par les Espagnols. Et même pourtant, le milieu de terrain, Barella, Verratti, Jorginho. C'est pas des peintres non plus dans un milieu de terrain. Mais ouais, ils les ont vraiment cueillis à froid. Il y avait vraiment un sentiment de revanche, je pense, qui les habitait depuis la demi de l'Euro aussi. Faut peut-être pas l'oublier.
Mais ouais, globalement, une super partie et une Espagne qui se présente en finale, du coup, peut-être avec l'étiquette de favori. Probablement même, on reviendra peut-être après sur les pronos, mais là, comme ça vu de nez, c'est du 60-40 pour l'Espagne, selon moi. Ouais, bah surtout quand on voit, voilà, on a fait la preview, enfin la review un peu de la demi-finale de l'équipe de France. Bon, on avait vu une équipe de France à deux visages, là on a vu qu'un visage de l'Espagne, dominateur, point barre, sûr de leur C'est force et ça. tout ça. Dominateur et l'Espagne, je trouve a trop de joueurs expérimentés et peut-être plus de je sais pas, plus d'histoire ou je saurais pas vraiment nommer ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire que pour moi, l'Espagne, ne peut pas faire comme la Belgique et s'effondrer après avoir marqué un ou 2 buts. L'Espagne, un coup qu'ils ont marqué un ou 2 buts, ils vont te faire tourner la tête et tu vas courir après la balle. Ça va te faire mal au moral et ça va être encore pire et donc face à l'Espagne, on si là, on peut aborder peut-être les clés du match, du coup, ce sera, je Exactement, pense, c'est ce que de j'allais dire. voilà, pas prendre le premier but ou vraiment essayer de les tenir au maximum à 0-0 et après si tu ouvres le score même par contre, à contrario, si tu ouvres le score, ça peut être excellent parce que là, tu peux te réfugier en défense, ils vont faire tourner un peu dans le vide, voire tout de manière trop latérale. Mais si tu prends le premier but, ça va vraiment être néfaste parce que mentalement, ça va être très dur contre eux. Bah c'est ça, comme tu as dit, l'Espagne de toute façon, elle peut pas. Si une des clés du match, c'est vraiment ouais, le premier but, encore plus que dans les autres matchs de foot. Je pense que là, contre cette Espagne-là, si tu es l'équipe de France, tu peux pas te permettre de prendre le premier but parce que tu peux pas compter sur une baisse d'intensité ou voilà un changement de jeu de l'Espagne. L'Espagne, qui est 0-0, qui amène 2-3, 4-0 et qui perd de 2-0, elle va jouer de la même façon. Et Mmh. voilà, c'est dans leur ADN. Donc tu peux pas compter sur une défaillance de l'adversaire sur la manière de jouer. Alors il peut y avoir des défaillances au niveau physique, une erreur technique, pas de problème. Mais dans la façon de jouer, on va dire bah non, en fait ils vont se regrouper et on va les acculer en défense. Non, parce qu'en fait, bah, ils vont faire tourner le ballon et puis en fait tu vas pas avoir le ballon pendant 80 minutes et point barre. C'est ça. Et du coup, je pense que ouais, on parlait de la vivacité tout à l'heure, de comment l'Espagne a quand même réussi à taffer l'Italie dans sa manière, dans sa maîtrise, par un gros combat, par une capacité à être les premiers sur le ballon et cetera. Si la France a réussi un petit peu, je trouve, à se remettre dans une position où elle est capable de mettre aussi de l'intensité face à la Belgique, je pense que là, ça va être une vraie clé, un vrai test pour les Bleus face aux Espagnols. Parce que là, il faudra vraiment être présent sur chaque ballon. Il faudra pas laisser les Espagnols trop prendre de l'écart. Genre, il faudra pas être à 3,2 m sur chaque action. Donc là, ça va vraiment être un vrai test physique aussi pour l'équipe de France, je trouve. Ouais, bah de toute façon, hein, Didier Deschamps l'a dit hein, en sortie de match, je pense, je l'ai vu ce matin. Euh, il l'a dit, tu peux pas, à l'heure actuelle, voilà, avec la fin de leur Euro 2020 et le match d'hier, tu peux pas quitter la possession à l'Espagne. Donc de toute Mmh façon, il faudra que Didier Deschamps trouve le moyen d'être létal avec le peu de fois qu'ils vont avoir la balle. mh. Alors Mais je après, bon, est-ce que la composition d'équipe qu'on a vue hier soir peut-être s'y prête? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut peut-être plus de rapidité sur les ailes, peut-être en attaque. Est-ce que vraiment dans un match où tu n'auras pas beaucoup le ballon, tu peux te permettre de jouer avec Benzema et Griezmann? Est-ce que tu peux pas mettre plus un ailier qui va t'apporter le danger vraiment en contre-attaque où il va falloir vraiment aller vite vers l'avant? Voilà, ça c'est une problématique, enfin une question que va devoir se poser Didier Deschamps, à voir comment il va organiser son équipe aussi. Bah, justement, dans un match comme ça, parce que l'Espagne, évidemment, avec son jeu collectif, peut faire très mal à l'équipe de France. Les petits gabarits espagnols face à notre défense aussi, moi, ça me fait un petit peu peur sur la vivacité. Mais par contre, bah, si on parle de vivacité, on peut aussi dire que si tu regardes la défense espagnole et que tu prends notre meilleur atout offensif contre la Belgique, Mbappé, il peut aussi leur faire très, très mal, encore plus sur des situations de contre-attaque où il va avoir peut-être du 40-50 m de champ. Donc la France a aussi des armes pour faire mal à cette équipe d'Espagne. Après attention parce que bon, Pau Torres et Laporte c'est quand même plus rapide et plus vif que Vertonghen, Alderweireld et Denayer, hein. Donc C'est ça plus joue. rapide et plus vif, mais ça joue beaucoup plus haut sur le terrain aussi. Ah bah c'est clair, mais après, ouais. Et après par contre, et c'est là où où voilà, tu tends la perche un peu sur un point du match, ça va être aussi le comportement d'Unai Simon. Parce que justement, Mmh. si tes défenseurs ils sont hauts, lui aussi, je pense qu'au niveau au niveau des consignes, il va lui être dit que bah il va falloir faire attention parce qu'ils ont Mbappé, les équipes maintenant elles sont préparées, ils vont jouer dans la profondeur, donc à toi
ton rôle aussi va être important dans l'appréciation des trajectoires et dans l'appréciation des situations pour bien sortir. Et au cas où tu fous en touche, c'est pas grave, mais pour vraiment combler cet espace qu'il peut y avoir. C'est clair. C'est clair, je pense mais tu vois, je pense que ça va être le vrai enjeu pour l'Espagne quand la France aura la balle et à contrario, nous, notre enjeu, je pense que quand les Espagnols auront la balle, c'est de pas être submergés trop rapidement au milieu de terrain. Eux, ils vont jouer avec 3 milieux, nous, je vais jouer avec 2 milieux qui sont moins vivaces que eux. Donc je pense que nous, ça va être ça notre enjeu à nous, en revanche. Ouais. Et de toute façon, le contrôle du milieu de terrain, tu peux pas forcément l'avoir. Enfin, quand tu vois le match de Busquets avant-hier, le mec, s'il saute, je sais même pas s'il peut sauter un trottoir. Avec ses qualités physiques spécialement, il paye pas de mine du tout. Mais alors, qu'est-ce qui contrôle le ballon? Qu'est-ce qui contrôle l'espace de son équipe? C'est lui, en fait. C'est en deux touches de balle, il va te créer le décalage sur le côté. Il n'y a pas de fioriture et c'est là où tu te rends compte du joueur magnifique qu'il a été pendant 15 ans et qui a été totalement passé sous silence parce que dans un collectif, voilà, il n'était pas non plus mis en avant. Mais Et ouais, Mais je suis d'accord avec la première partie et par contre, on doit aussi ajouter qu'il est lui aussi très dépendant du collectif parce qu'on voit que là, il s'en sort parce que tu as aussi des coéquipiers qui font les efforts pour toujours, récupérer la balle rapidement, pour toujours la faire tourner. Donc lui, dans un système comme ça, il se régale et on voit par contre, en revanche, qu'à Barcelone, dans une équipe plus en difficulté, qui concède beaucoup plus d'occasions et qui laisse beaucoup plus la balle à l'adversaire, là, il est moins précieux. Donc c'est aussi important de le dire. ouais, c'est ça. De toute façon, c'est la force du collectif, l'Espagne. C'est que, comme tu as dit, il n'y a pas de star. Et en fait, chacun joue pour l'autre, voilà, joue avec l'autre. C'est du passe-essuie tout simple. C'est les bases du football. Mais quand tu passes le ballon et que tu te déplaces dans un espace pour proposer une solution et que autour de toi, tu en as trois qui font la même chose, forcément, des joueurs intelligents comme ça. Et alors, il n'y a pas que Busquets parce que on va en parler après, mais le milieu de terrain espagnol, en fait, c'est le milieu et l'attaque. Parce que si en attaque, tu as Oyarzabal, Ferran Torres et Pablo Sarabia, en fait, c'est que des milieux de terrain. Et c'est. Et Vas-y. C'est pour ça que tu as une intelligence de jeu. C'est pour ça que tu as des joueurs qui connaissent parfaitement leur capacité à jouer en triangle, à occuper les espaces, tu l'as très bien dit, mais aussi à permuter, à savoir dézonner. C'est des qualités très importantes et qui, du coup, ces joueurs-là possèdent tous. Et en plus, comme ils sont formés de la même manière, ça fait une équipe qui est très cohérente au final. C'est ça. Et tu vois, c'est un point du match un peu qui va être intéressant côté français. C'est comment est-ce que. Alors, moi, je pars de l'hypothèse qu'il va reconduire ce 3-4-1-2, là, ce 3-5-2, un peu voilà, hybride. Est-ce que la défense française va être capable de gérer ce côté un peu fuyant des attaquants? Des attaquants Moi qui sont pas Ouais. forcément des attaquants et du coup qui n'ont pas des positions sur le terrain très définies et d'être concentré et d'être aux aguets de tous les mouvements qu'il y a autour. Est-ce que vraiment la défense française, mais surtout la défense centrale, va pouvoir gérer un peu tous ces mouvements et ces jeux dans les petits espaces? Ça pour moi, c'est un enjeu qui est très important sur cette rencontre. Et tout à l'heure, je parlais du milieu de terrain, justement, ne pas se faire submerger parce que si on se fait submerger au milieu de terrain, derrière notre défense risque vraiment d'être en difficulté. Sur un match comme ça, un joueur comme N'Golo Kanté risque de beaucoup nous manquer, surtout si on a un Adrien Rabiot au milieu qui fait moins les efforts, qui a du mal, qui se perd un petit peu et derrière, en effet, notre défense, moi, j'ai pas été très rassuré par Varane contre la Belgique. Hernandez, je pense qu'il peut s'en sortir face à l'Espagne, mais Koundé, j'attends aussi de voir. Il connaît maintenant ce jeu. À voir parce que je pense que de toute façon Deschamps va reconduire la même équipe que contre la Belgique normalement. Mais ça ouais, ça m'inquiète un petit peu aussi. Je suis comme toi sur le dézonage et puis, ouais, les petits gabarits espagnols face à Varane, tout ça, moi j'ai l'impression qu'on va manquer un peu de vivacité, donc on va devoir, toujours, être en mode compenser les brèches et cetera quoi. Ouais, par contre, moi, tu vois, moi je pense vraiment pas qu'il va remettre Adrien Rabiot. Je pense qu'il va préférer un profil comme Chouameni, justement pour essayer d'avoir ce joueur un peu pot de colle que tu vois, vas-y, Aurélien, vas-y, mets-toi sur Coquet, mets-toi sur Gavi, et il voit pas le jour. Tu vois, vraiment ce genre de soldat, surtout au milieu de terrain, pour vraiment gêner cette connexion un peu au milieu, cette première relance, un peu, je le vois bien se mettre devant Busquets, surtout comme tu dis, s'il y a des vagues et que l'Espagne s'installe dans la moitié de terrain française, je le vois bien mettre Chouameni justement pour avoir ce volume de jeu, ce côté récupération, et puis qui est capable aussi de faire la première relance.
plus que Rabiot, du coup. Bah, en tout cas, on en aurait besoin, je pense, d'un profil comme ça et puis même, mine de rien, c'est aussi un profil, bah, comme tu dis, qui a du ballon donc sur une contre-attaque, une passe en profondeur sur Kylian ou autre, ça peut être giga intéressant. Maintenant, j'ai peur qu'il reconduise Rabiot. On va voir, je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais c'est vrai que Tchouaméni c'est un profil beaucoup plus intéressant, mais je reste quand même persuadé que juste Tchouaméni, Pogba face à cette équipe-là, ça risque d'être un petit peu léger quand même. Bah, à voir, ouais. Mmh. Est-ce que tu reconduis un 4-3-3 avec deux défenseurs centraux, sachant qu'il n'y a pas non plus un Lukaku qui peut centraliser une attaque? Ouais. Ça peut être aussi une solution de revenir vers ce 4-3-3, mais ça a été plus du 4-2-3-1 chez Deschamps, ou là du 3-5-2 que du 4-3-3. Donc est-ce que tu changes encore de dispositif contre une Espagne qui est rodée? Ça paraît vraiment être un pari risqué, hein, franchement. Bah, ça paraît être un pari risqué. Je vais même te dire un truc, la pire des choses, c'est que même si tu mets 3 milieux de terrain, tu vas quand même te faire dominer dans la possession de balle. Ouais, ça se trouve. C'est ça en fait. C'est ça là-dessus le contrôle du milieu de terrain. Est-ce que tu peux vraiment l'avoir? Enfin, je sais pas, tu vois, parce que Moi, je pense que la vraie le au-delà du contrôle du milieu de terrain, le vrai enjeu, c'est de pas se faire déborder, ne pas leur laisser de situation trop de surnombre face à notre défense et ensuite, par contre, le deuxième enjeu, c'est de réussir à exploiter au maximum nos contre-attaques. Mais si on commence à partir du principe qu'il faut essayer de réduire au maximum la position des Espagnols, nous aussi s'installer dans leur camp et cetera, je pense que c'est un peu peine perdue, on va se tromper de match. non, c'est clair. Et tu vois, tu parlais du fait de bien gérer les contre-attaques. Ça va dépendre aussi, je pense, de l'attitude des Espagnols. Est-ce qu'ils vont, à la perte de la balle, est-ce qu'ils vont effectuer vraiment le contre-pressing qu'on a vu contre l'Italie en mode, bah, dès qu'on perd la balle, il y a trois joueurs qui viennent vers le porteur du ballon pour vraiment étouffer et récupérer la balle? Ou est-ce que justement par peur de cette vitesse et de ces contre-attaques, est-ce qu'ils vont décider de, bah, on va reculer un peu, on va prendre 5 mètres pour éviter de se faire prendre dans le dos, tu vois? Cette attitude-là, elle va aussi conditionner la réussite des contre-attaques pour moi. Moi, je suis pas sûr que l'Espagne changera, sa manière de faire par rapport à contre l'Italie. Déjà, bah, en fait, déjà parce qu'on l'a dit, l'Espagne n'a pas forcément vocation à vraiment changer sa manière de jouer et aussi parce que je pense que, mine de rien, s'ils exercent un fort pressing sur les bleus, certes, on peut avoir des situations de contre-attaque, mais ils peuvent aussi récupérer la balle très haute et je pense qu'ils verront plus ce côté gagnant en cas de récupération très haute où derrière ils pourront nous faire très mal que le côté, on peut prendre cher face à la vitesse française. Parce qu'au final, tu que ils ont vraiment Mbappé à gérer et après c'est pas Griezmann et Benzema qui vont vraiment les prendre de vitesse, quoi. Donc je pense qu'il y aura peut-être une individuelle un peu plus forte sur Mbappé, mais à mon avis, ils vont quand même nous faire un gros pressing. Ouais. Mmh. Faudra voir aussi qui est-ce qu'ils vont mettre sur Mbappé. Euh, Parce que Ah si c'est Mbappé se retrouve sur un côté, bon, Aspilicueta, on sait qu'il est capable d'être vraiment très rigoureux défensivement. À gauche, est-ce que tu gardes Marcos Alonso? Est-ce que, bon, tu vois, il y a des interrogations comme ça. Va falloir voir. Mais, mais ouais, moi je pense que nous on pense, là on est français, on n'a pas la même conception que les Espagnols. On est dans un mode où les Espagnols sont forts et on réfléchit un peu à comment s'adapter à leur jeu et cetera. Alors que les Espagnols, eux aussi, sont forts, mais par contre, ils pensent à imposer leur jeu. Ils pensent pas vraiment, je pense, à leurs failles potentielles. Ils pensent plus à maximiser leurs forces. Et du coup, ouais, moi, je pense qu'ils vont pas se dire, «Tiens, face à Mbappé, qui est-ce qu'on met en particulier?» et cetera. Non, ils vont jouer leur jeu, ils vont faire leur match et ils verront bien ce que ça donne, mais je pense qu'il y aura pas de surprise sur l'Espagne et même de toute façon, ils savent qu'on l'a vu face à la Belgique au match d'avant, Mbappé, il dézone et cetera. Donc je pense pas qu'ils pourront vraiment mettre un mec sur lui ou autre. Ils vont jouer leur jeu, je pense, tout simplement. ouais, c'est ça. Bah, déjà, c'est l'avantage d'avoir une philosophie déjà établie de jeu de base, hein, de toute Mmh. façon. Bah oui. Enfin, c'est la différence entre l'Espagne et la France, c'est ça. Surtout, c'est l'identité de jeu, la philosophie de jeu, elle est là en Espagne et en France, en fait, Mmh. notre philosophie de jeu, ça serait limite de faire déjouer l'adversaire. Ouais, ouais, c'est C'est ça. un Non, mais peu c'est ça, ça en de toute fait, façon. notre philosophie. Donc, à voir si ça va marcher contre l'Espagne. On verra. Je pense que Euh, sur le ouais, ouais, si genre je peux quand même ajouter un truc, c'est que selon moi, il y a quand même une force que la France a et que l'Espagne n'a pas, c'est les tauliers. La France a des joueurs qui dernièrement, dans un passé plus récent que l'Espagne, ont gagné pas mal de trophées et même ont montré que sur les grands rendez-vous, ils pouvaient vraiment répondre présent, qu'ils avaient du mental. Je pense à Paul Pogba, je pense à même à Raphaël Varane qui est quand même un taulier derrière. Aussi à Griezmann, mine de rien, Benzema, des joueurs quand même pour une certaine stature et l'Espagne, qui est une équipe plus jeune, n'a pas ces joueurs-là hormis Busquets. Donc je pense que ça, c'est quand même un avantage pour la France dans une finale. c'est vrai. C'est vrai. Mmh. Ouais, surtout dans une finale, comme tu dis.
Je te propose de passer au prono. Allez, Eh ben allez, c'est parti. Du coup, alors on avait plutôt eu bon dans nos derniers pronostics de Belgique-France parce que toi, tu avais pronostiqué une victoire. Bon, tu avais pronostiqué 1-0, il me semble. Au final, c'est c'est une ça. victoire par un but d'écart. Moi, j'avais pronostiqué le mauvais début de match des Français. Bon, qui a duré un peu plus longtemps que d'habitude que prévu, quand même, ce mauvais début de match. Mais j'avais vu quand même un 3-1 France, il me semble. Je m'en souviens et je me suis dit hier quand le match est terminé, j'ai fait: «Purée, il a raison». Hashtag analyse fine, bien sûr. Non, non, donc on va essayer d'être encore bon sur ce pronostic. Je te laisse commencer. Bon, tu me fais pas la meilleure passe décisive quand même parce que c'est un match qui est très difficile à prévoir. J'ai dit que l'Espagne était favorite. Je reste persuadé que l'Espagne est favorite parce qu'elle est dans un mode où elle est en mode un petit peu rouleau compresseur. Elle est sur sa lancée de l'Euro. C'est difficile en tant que Français, tu as envie de dire victoire de la France. Malheureusement, je suis quand même tenté de j'ai toujours privilégié pour moi les collectifs aux équipes peut-être qui basaient un peu plus sur les individualités. Je dis pas que la France n'a pas de collectif, mais en tout cas, balle au pied, l'Espagne est supérieure. Donc, je sais pas, peut-être une victoire 1-0 des Espagnols à l'espagnol, on va dire, malheureusement. T'aimes bien les Espagnols, toi. T'aimes bien les 1-0, pardon. Ah bah, C'est... là, tu vois, même si je vois des occasions pour l'équipe de France ou autre, on a vu que, bah, déjà, il nous en fallait plusieurs pour marquer, mine de rien. Et aussi, moi, je trouve que l'Espagne, c'est très abouti collectivement, beaucoup plus abouti que la Belgique. Et que là, nous, contre la Belgique, on a eu un trou d'air qui nous a coûté 2 buts. Si on a le même trou d'air contre l'Espagne, on reviendra jamais dans la partie, on l'a dit. Et ça me fait peur. Concéder le premier but contre l'Espagne qui va nous mettre une forte pression d'entrée, ça me fait peur. Alors, moi, je vois... Moi, je suis un peu... j'aime bien les scénarios un peu abracadabrantesques. Alors moi, je vais dire 2-2 à la fin des 90 minutes. Prolongation. Et 3-2 Espagne, malheureusement. Parce que je pense Bon, que si ça va en prolongation, l'état de fatigue français va y jouer. Je pense que si on ne s'est pas trompé sur la physionomie du match, la France va beaucoup courir. On est sur une saison en ce moment où les matchs s'enchaînent vraiment beaucoup, donc les joueurs ils sont peut-être moins frais que les années précédentes. Et du coup, si ça va en prolongation, si ça dure un peu, et si ça joue dans les derniers instants, je vois plus les Espagnols faire la différence collectivement que la France qui peut faire la différence individuellement, mais ça risque d'être un peu émoussé, je pense. et pour appuyer ton propos, on a vu que l'Espagne a disputé 2 prolongations contre la Croatie et la Suisse à l'Euro et qu'à chaque fois, ils ont gagné au physique, hein. C'est ça. Et du coup, je pense qu'ils ont moins dépensé d'énergie aussi contre l'Italie. Ils ont un jour de repos en plus. La France a dû batailler jusqu'à la dernière minute, donc ça peut aussi jouer dans les jambes, surtout. Ouais, donc on n'est pas très optimiste malheureusement pour ce match, qui veut pas dire, bah, que la France part avec 0 chance. On a vu un petit peu les clés du match, donc la France aura évidemment son mot à dire, a évidemment de très gros atouts. Mais c'est vrai que collectivement, l'équipe la plus aboutie part logiquement favorite, donc c'est pas des scores Ouais, c'est ça. anti-France, c'est simplement On une met pas vision non réaliste plus, du foot, on ouais. met pas non plus l'Espagne par deux trois buts d'écart, hein, enfin. Non, non. Donc ça va jouer à pas grand-chose. Et on n'a pas non plus la parole divine Et on pour espère prévoir ne tout pas ça. l'avoir, la parole divine, pour ce match, vu nos pronostics. Oui, voilà. Après, l'important, c'est qu'on voit déjà un vrai bon match, comme on a vu ces derniers soirs. Et après, bah, enfin, je veux dire, si l'Espagne gagne parce qu'elle a été meilleure, bah, elle aura été meilleure. Et puis si la France gagne, bah, elle aura été meilleure quoi qu'il arrive. Très, très, très bonne conclusion. Exactement. Bah, du coup, sur ce, on va sûrement débriefer ça sur le site, hein. De toute façon, la finale, il y aura sûrement des notes qui vont être balancées. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de tout ce qu'on sort au niveau article, même au niveau des analyses, hein, et des vidéos aussi. N'hésitez pas à nous suivre aussi, à vous abonner sur la chaîne YouTube. Et puis voilà, bah, en attendant la suite, n'oubliez jamais que le sport, c'était pas qu'une histoire de stats. Et en attendant la prochaine, bah, on vous dit ciao. Ciao tout le monde.